Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui a pour thème Transition énergétique et retour à l'actionnaire. À mes côtés, Renaud Lyons, le directeur de la communication financière et des relations investisseurs chez Total Energy. Bonjour. On va commencer donc par une question d'actualité. Après l'élection de Donald Trump, dont on sait qu'il est pro-pétrole et anti-énergie renouvelable, est-ce que cette élection pourrait avoir un impact sur votre stratégie? Alors non, on ne pense pas que ça va avoir un impact sur nos stratégies. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas développer sur les aspects géopolitiques et les décisions de M. Trump, évidemment. Mais pour Total Energy, on ne voit pas vraiment en quoi ça va changer notre stratégie. On a une stratégie aujourd'hui qui est équilibrée, enfin on considère équilibrée. Donc effectivement, on a nos activités traditionnelles, dans le pétrole et le gaz, et puis on a des activités de transition. Aujourd'hui, aucune des deux ne seront impactées par l'élection de Donald Trump. Même sa volonté de forer à tout va ne peut pas avoir d'influence sur les prix du pétrole? Alors ça, c'est plutôt une injonction peut-être de M. Trump. Alors peut-être je m'avance un petit peu, c'est ma position. J'ai passé quand même pas mal de temps à Houston, au Texas, donc je peux en parler assez librement. Ce qui se passe, c'est que les acteurs dans le shale, donc dans les gaz de schiste et les huiles de schiste américains, sont beaucoup plus disciplinés que ce qu'il était dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, pour forer dans le gaz de schiste et dans l'huile de schiste, il faut investir massivement, il faut forer beaucoup de puits, parce que le déclin de ces champs-là est très très élevé. Il est de l'ordre de 15% par an, et donc il faut forer. Effectivement, quand M. Trump dit drill, baby drill, c'est un peu un slogan texan pour essayer de pousser les gens à forer, mais à la fin, les acteurs sérieux dans le shale américain ne sont pas fous et voient que si ils investissent trop, ils n'ont pas de retour. Et donc, ils sont assez disciplinés, même très disciplinés. Voilà, donc on ne voit pas du tout le fait que les producteurs américains vont forer comme des fous. Ce qu'on ne sait pas peu, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup gagné d'argent les 15 dernières années. Ils n'ont pas beaucoup gagné d'argent, ils n'ont pas du tout... En fait, quand on regarde le cash généré par ces activités, du fait que c'est extrêmement capitalistique, ils sont obligés de forer énormément, le retour en termes de cash est relativement faible. Nous, par comparaison, chez Total Energy, on a des activités, donc on est dans le pétrole et le gaz conventionnel, et dans ces activités-là, finalement, le retour en cash, les marges par baril est beaucoup plus élevé que ce qui peut être fait dans le shale oil américain. On a vu par ailleurs plusieurs de vos concurrents, BP, Shell, infléchir leur politique de transition énergétique. Est-ce que ces éléments vous obligent à revoir votre stratégie? Ah bah non. Non mais c'est vrai, effectivement, on voit, alors bon, ils n'ont pas encore complètement infléchi définitivement leur stratégie de transition. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va baisser notre production de pétrole et de gaz. Et on voit finalement BP et Shell, mais ils avaient déjà fait ça pour le dividende en 2020, quand tout allait mal. Je pense que leurs actionnaires, je ne sais pas si vous êtes actionnaire de BP et Shell par ailleurs, je ne suis pas là pour parler trop de BP et Shell, mais en tout cas, ils ont coupé le dividende en 2020 de 50%. Aujourd'hui, ils disent on revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire réaliser la transition. Nous, chez Total Energy, comme je disais dans la première partie, on est constant, c'est-à-dire qu'on a une stratégie qui est définie, on l'a définie en 2020, d'être net zéro avec la société, et c'est un commitment dans lequel on est assez confortable, parce que finalement, les deux piliers que je décrivais permettent d'être rentable. Et c'est la rentabilité qui fait tout, on va y revenir, j'imagine. Bien sûr. On reste encore aux États-Unis une dernière fois. On a beaucoup parlé d'une possible cotation de Total aux États-Unis. Ça a créé une petite polémique. Où en êtes-vous de ce projet? Alors c'est un projet qui est toujours effectivement à l'étude. Alors ça a fait beaucoup de bruit avant l'été, comme quoi Total allait se délocaliser aux États-Unis. Je pense que notre PDG a clarifié la situation. On ne va pas se délocaliser aux États-Unis. Ce qu'on va faire, c'est plutôt quelque chose de technique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir offrir à nos actionnaires américains la possibilité d'acheter des actions ordinaires sur le New York Stock Exchange, ce qu'ils ne faisaient pas, ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent, parce qu'ils ne pouvaient acheter que des certificats de détention d'actions qui étaient cotées à Paris. C'est un peu technique, mais donc on va pouvoir avoir des actions qui seront cotées aussi à New York, les mêmes qu'à Paris. Mais il n'y a aucun changement pour les gens qui détiennent leurs actions à Paris, et le siège de Total Energy ne va pas se déplacer aux États-Unis.
Et le lieu de cotation principal sera toujours Paris? Le lieu de cotation principal, je rassure tout le monde, sera toujours Paris. Très bien. On a vu aussi pas mal de sociétés qui se développent dans les énergies renouvelables souffrir récemment, hein. Il y a Equinor, Ørsted. Pouvez-vous nous expliquer en quoi votre stratégie dans l'électricité se différencie de ces sociétés? Oui, ça c'est quelque chose qui est assez important. Notre différenciation dans l'électricité, elle est majeure. Parce que nous, on veut être intégrés sur la chaîne de valeur de l'électricité. C'est-à-dire qu'on n'est pas des développeurs renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont des utilities, qui développent uniquement des renouvelables et effectivement qui acceptent des prix. Et donc, elles signent des contrats sur un très long terme et elles acceptent des prix de l'électricité qui sont assez bas, avec des rentabilités qui finalement sont assez faibles. On parle de 5-6% de rentabilité pour ces compagnies-là. Nous, ce qu'on veut réaliser dans l'électricité, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on veut être intégré sur toute la chaîne de l'électricité, c'est-à-dire qu'on veut produire de l'électricité de deux manières différentes. On a une ambition dans les renouvelables, on a 100 gigawatts, c'est l'ambition qu'on a à 2030, on a 100 gigawatts l'objectif d'activité renouvelable. 100 gigawatts, c'est quand même assez gros, ça va nous permettre de produire 100 TWh d'électricité renouvelable. 100 TWh, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un tiers de la production du parc nucléaire français en 2023, je crois. Et donc, c'est quand même pas anodin. Si on ramène ça en barils équivalents par jour, c'est 500 000 barils équivalents par jour. C'est pas non plus colossal, mais c'est quand même assez conséquent. Et ça, c'est de l'énergie renouvelable. On veut combiner cette énergie renouvelable avec des capacités flexibles sur base gaz, c'est-à-dire des centrales à gaz qui permettent quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, de produire de l'électricité. Donc on veut produire de l'électricité 24 heures sur 24, et en plus on veut combiner ça avec des batteries. Donc on veut un système intégré entre renouvelables, capacité gaz, batterie, des traders pour pouvoir vendre l'électricité, parce qu'on veut garder une partie des volumes, ce qu'on dit marchands, c'est-à-dire pouvoir vendre sur les marchés notre électricité, et des clients à la fin qui sont plutôt sur du B2B, c'est-à-dire des clients industriels, qui vont acheter justement ces contrats de fourniture d'électricité 24 heures sur 24 sur base renouvelable et sur base gaz, et qui vont permettre de ce qu'on appelle avoir une électricité pas décarbonée, mais ce qu'on appelle propre. Et donc tout ça, c'est censé générer 12% de rentabilité. 12% de rentabilité, c'est le double de ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire les développeurs de renouvelables seulement. Donc c'est ça en fait qui va nous permettre on espère, de générer cette rentabilité. Et il faut que vous sachiez que 12% de rentabilité, si on regarde nos projets pétroliers, c'est ce qu'on fait dans des projets pétroliers à $60 le baril. $60 le baril, c'est quand même, on est souvent à $60 le baril. Donc on veut une rentabilité dans ces énergies renouvelables et cette électricité qui soit équivalente à ce qu'on peut faire dans le pétrole à $60 le baril. Et aujourd'hui, Total Energy, en termes de puissance installée dans les renouvelables, c'est à peu près combien? Aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de... Alors, on a 23 gigawatts, 24 gigawatts et on produit 45 TWh. Donc on a prévu on a un point en 2025 qui est d'avoir 35 gigawatts. Donc c'est notre point de passage en 2025 et d'avoir plus de 50 TWh de production d'électricité. Donc ça c'est l'objectif pour 2025 et après on va monter en puissance jusqu'en 2030 avec 100 gigawatts. Et est-ce que vous pourriez accélérer cette transition énergétique comme beaucoup de vos Alors ça c'est la question classique. Le réclament, ouais. Ça c'est la question classique, mais on a fait la même erreur. En fait, c'est la réponse qu'on donne souvent. On a fait la même erreur dans le pétrole et dans le gaz dans les années 2010. Quand on a voulu développer, le baril est monté à $100. On a développé tous les barils et tous les barils en fait ne sont pas économiques. Dans le renouvelable, c'est la même chose. Tous les projets ne sont pas économiques. Donc il faut être sélectif. Et aujourd'hui, les projets qu'on développe chez Total Energy, ce sont des projets qui sont uniquement économiques. Effectivement, on pourrait acheter plein de capacités éoliennes, solaires, qui ne seraient pas économiques, mais très rapidement, tout ça s'arrêterait. Donc, ce n'est pas l'idée. On voit aux États-Unis que les GAFAM s'intéressent au nucléaire. Est-ce que c'est une énergie qui pourrait vous intéresser, vous? Alors, je pense que notre PDG s'est déjà positionné sur cette question et il répond qu'on ne va pas investir dans le nucléaire comme technologie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être opéré des centrales nucléaires, parce que c'est
pour une compagnie comme Total Energy, on a déjà suffisamment à faire avec le pétrole, le gaz, l'électricité. Et donc on ne voit pas du tout, en plus c'est pas du tout notre expertise, donc on ne voit pas du tout Total Energy bouger sur ces technologies-là. Par contre, acheter de l'électricité nucléaire à EDF, ça on peut faire. Il n'y a pas de problème, c'est de l'énergie qui est décarbonée. On peut acheter de l'électricité à EDF en France ou ailleurs sur base nucléaire, il n'y a aucun problème. Acheter une tranche ou deux d'électricité nucléaire, ce n'est pas un problème. Et donc pour revenir au sujet de notre conférence, comment le déploiement de votre stratégie se traduit-il pour les actionnaires? Alors pour les actionnaires, clairement, tout est basé sur la génération de cash flow. Alors je suis désolé, c'est effectivement la base de tout. Il faut que nos activités soient rentables. Et donc effectivement, on a une ambition dans le pétrole et dans le gaz et dans l'électricité de générer des cash flows qu'après on va redistribuer à nos actionnaires. Donc aujourd'hui, on a une clé d'allocation de notre cash, le cash qui est généré par Total Energy, qui est de rendre plus de 40% de ces cash flows à nos actionnaires. Donc rendre plus de 40% de ces cash flows à nos actionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le dividende d'un côté, des rachats d'actions. Donc on a 8 milliards de rachats d'actions qu'on a fait en 2024. On a annoncé en 2025 qu'on allait faire 2 milliards de rachats d'actions par trimestre en fonction des conditions économiques, si les conditions économiques le permettent. Il faut savoir que c'est un peu technique encore une fois, les rachats d'actions, c'est ce qui permet d'augmenter le dividende. Si on rachète des actions, c'est le dividende de l'année d'après, ça permet d'augmenter le dividende de l'année suivante. Et donc on a annoncé, donc en 2023, on a augmenté le dividende de plus de 7%. Comme je le disais, on ne l'a pas coupé en 2020, donc on l'a augmenté en 2023 de plus de 7%. En 2024, on va l'augmenter de 7%. Et en 2025, parce qu'on a racheté 5% du capital en 2024, 5% du capital de Total Energy, on va pouvoir augmenter le dividende de au moins 5%. Donc ça sera sûrement plus de 5%, mais je ne peux pas encore vous dire. Parce que les actions sont annulées ensuite. Les actions sont annulées ensuite, bien sûr. Ce qui fait que mécaniquement, ça augmente le... Exactement. Donc le rendement total pour l'actionnaire sur 10 ans, quand vous investissez chez Total Energy, c'est à peu près 10%. Il n'y a pas beaucoup d'autres investissements qui vous permettent d'avoir un tel rendement. Et donc c'est vrai que nos actionnaires qui sont ici, je les vois, ils achètent du Total Energy parce qu'il y a du dividende et la politique du dividende est très dynamique. Mais beaucoup de vos détracteurs vous disent pourquoi vous ne faites pas moins de rachats d'actions et plus de transition énergétique? Parce que c'est un peu pour les raisons que je vous signalais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas les projets pour faire plus dans la transition énergétique, donc on considère que notre investissement, ça permet d'avoir un investissement qui reste rentable. On ne peut pas investir vraiment énormément. Et aujourd'hui, vu le niveau de l'action, racheter nos propres actions, c'est aussi une bonne affaire pour nos actionnaires, puisque le cours de l'action est quand même relativement bas, malheureusement. Mais racheter nos propres actions, aujourd'hui, c'est une bonne affaire parce que ça permet de racheter beaucoup d'actions, de les annuler et de pouvoir augmenter le dividende. Donc les actionnaires, ils sont plutôt contents. Et accélérer la transition via une acquisition, c'est du domaine du possible ou Alors on a fait, il ne faut pas croire, on ne fait pas des grandes acquisitions, on n'a pas acquis une énorme compagnie dans les renouvelables, mais on fait des acquisitions qui sont de taille modeste, on parle de taille modeste. À l'échelle de Total Energy, donc c'est 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, c'est des acquisitions qui ont été ciblées dans les géographies dans lesquelles on veut travailler. Et ces acquisitions nous permettent de bâtir notre ambition, l'ambition que j'ai décrite, mais on n'a pas besoin aujourd'hui d'acheter une grosse compagnie pour pouvoir nous développer. Donc on a aujourd'hui un pipeline de projets qui est sécurisé pour 2030 quasiment, et on n'a pas besoin de faire de très grosses acquisitions. Si vous deviez donner quelques arguments aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, pourquoi acheter le titre Total Energy plutôt qu'un autre groupe pétrolier? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment de vos pairs? Ce qui nous différencie, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Ce qui nous différencie de nos pairs, c'est effectivement le fait qu'on ne revient pas sur notre stratégie, on ne fait pas de zigzag dans notre stratégie. On est assez constant, on a décidé qu'on allait être net zéro en 2050, donc on investit 5 milliards de dollars dans la transition énergétique aujourd'hui par an, ce qui est quand même un investissement colossal. Et ça, on ne va pas l'arrêter, on va continuer de le faire. Donc les gens qui croient dans la transition énergétique, ils peuvent investir chez Total Energy. Ce n'est pas le cas chez nos pairs. Alors je ne parle même pas de nos pairs américains, puisque eux, la transition énergétique, alors en plus avec l'élection de Donald Trump, je ne vous raconte pas, c'est pas demain qu'ils vont s'y mettre, on va dire. Mais au moins, quand on investit chez Total Energy, on a du rendement
On est sur une compagnie qui est bien managée quand même. On a un président directeur général qui est assez charismatique, qui mène bien sa barque. On a des projets industriels qui sont extrêmement puissants dans le monde entier. On est la 4e ou le 5e major mondial. Et donc, investir chez Total Energy, c'est investir dans la stabilité, c'est investir dans une compagnie industrielle faite d'ingénieurs. Moi, je suis géologue à la base, hein, donc j'ai commencé dans le groupe. J'étais géologue. On grandit chez Total Energy. Maintenant, je suis directeur de la communication financière. Mais c'est une compagnie qui est solide. Et je pense qu'on peut se réjouir en France d'avoir des compagnies d'une telle qualité, des compagnies industrielles, les entreprises industrielles, il n'y en a pas des masses. Pour finir sur les reproches qu'on vous fait régulièrement, c'est de continuer à explorer et à ouvrir de nouveaux gisements. Alors il y a plusieurs réponses. Déjà, il y a la demande en pétrole qui continue à monter, mais ça c'est un fait. C'est-à-dire que la demande en pétrole dans le monde continue d'augmenter à peu près en parallèle de l'augmentation de la population mondiale. Donc en fait, on répond à cette demande. Alors on pourrait dire, c'est aux autres de produire du pétrole, et puis nous, Total Energy, on va faire autre chose. Mais la réalité, c'est que comme on le fait mieux que les autres, il vaut peut-être mieux que ce soit Total Energy qui le fasse plutôt que d'autres. Donc on est quand même, je pense que là-dessus, c'est assez clair. Après, il y a un autre argument, c'est que nos champs pétroliers déclinent chaque année de 4 ou 5%. Donc ne serait-ce que pour combattre le déclin naturel des champs, je parlais dans le shale oil américain, c'est bien plus, ça c'est 15% par an. Mais par an, donc il faut qu'on remplace des réserves, parce qu'on a un déclin naturel de nos champs, il faut qu'on remplace ces réserves-là. Et même si on voulait rester stable en termes de production, il faut quand même développer de nouvelles ressources. Donc c'est la seule façon pour nous d'arriver à au moins maintenir notre production et de l'augmenter si on veut. Sachant que l'un finance l'autre, que l'amont pétrolier finance la transition. Bah oui, l'amont pétrolier finance la transition, mais encore une fois, il y a un point qui est majeur, c'est qu'on n'est pas dans le business de la charité là. On est dans quelque chose qui est censé être économique, rentable, et donc on investit dans l'électricité, comme je vous l'ai expliqué, mais à condition que ça soit rentable. On ne va pas investir dans l'électricité, et demain on peut investir dans l'hydrogène vert si jamais c'est une activité qui prouve être rentable et qu'il y a une demande pour de l'hydrogène vert. Donc on fait pas n'importe quoi. On est des gens sérieux chez Total Energy. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous... Oui. Alors je ne sais pas s'il est prévu un système ou si je me lève. Ouais. Je vais venir à vous. Non, allez-y. Dominique Chauvin, prospectiviste. Dans l'électricité décarbonée que vous avez évoquée, en particulier avec des ENR, pour gérer la flexibilité, vous avez la production de gaz complémentaire, comme vous l'avez indiqué, mais vous avez aussi les batteries stationnaires, oui, qui est un nouveau business model qui est en train de se développer et de croître avec 2 chiffres. Pourquoi vous ne dites pas que ce business des batteries stationnaires couplé avec des ENR, du solaire par exemple, est très rentable? Et donc, à partir du moment où c'est très rentable, est-ce que vous n'auriez pas envie d'accélérer sur ce créneau-là pour accélérer donc l'électricité décarbonée et votre taux de rentabilité que vous avez évoqué à 12%, est-ce qu'il n'aura pas tendance, avec cet élément supplémentaire, à continuer à augmenter? Oui, alors j'ai fait un résumé, j'ai pas eu le temps de tout couvrir, mais aujourd'hui on a effectivement, quand on fait un champ solaire, on le couple avec des batteries. Alors il se trouve qu'on a acheté une société dans les batteries qui s'appelle Saft, qui est un des leaders mondiaux des batteries. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a différents types de batteries. Je ne vais pas vous faire un exposé technologique sur les batteries. Aujourd'hui, on considère que le bon équilibre entre la rentabilité et la capacité des batteries, c'est 2 heures. Donc on a des batteries, on installe des batteries sur couplées avec nos panneaux solaires qui permettent de stocker 2 heures d'électricité. Comme ça, on peut effectivement, c'est peut-être le point que vous voulez couvrir, on peut redonner cette électricité quand il y a de la demande, c'est-à-dire le soir, vers 6-7 heures du soir, il y a de la demande. Et là, effectivement, cette électricité, elle a de la valeur, puisqu'on la vend, on a pu la stocker et on la vend à un meilleur prix. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Alors accélérer, oui, on peut accélérer, mais ça va être... On a déjà investi quand même relativement massivement. On a racheté Saft. C'est quand même un investissement conséquent. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Là-haut ou là? Ouais.
Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui est plus liée à l'actualité. J'ai vu hier dans les Échos que Total Energy avait été accusé d'être au courant d'exactions commises au Mozambique sur un site gazier. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour regarder au niveau de la chaîne de production, des sites gaziers jusqu'à Total Energy, en termes de check de sécurité sur ces différents aspects qui peuvent apparemment se produire dans le cadre de vos activités à travers le monde. Oui, non, effectivement. Bon, moi, je ne suis pas là pour commenter ce genre d'éléments. Effectivement, moi, je parle plutôt de la communication financière. Mais clairement, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas faire de commentaires complémentaires. Je pense que le groupe s'est déjà exprimé sur le sujet ou va s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est qu'on condamne toute forme, évidemment, de barbarie ou quoi que ce soit sur nos sites, évidemment. Donc, moi, je ne peux pas faire de commentaires spécifiques sur ce sujet. Je crois qu'il y a une question à droite, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, premièrement, pour un argument à acheter du Total, c'est le dividende trimestriel. C'est quand même une rareté en France. Et deuxièmement, il y a une chose qui m'énerve réellement en tant qu'actionnaire de Total, c'est quand on dit les achats d'actions pour être annulés. Quand on paye M. Pouyanné 140 actions de performance quand il le mérite, il n'y a pas de souci, ou les autres mandataires sociaux ou les salariés, via des actions achetées par Total, redonnées à moindre coût, c'est mis dans les rachats d'actions et c'est les actionnaires qui sont mis plein les poches. C'est faux. Et là, il y a une communication financière à revoir ou à améliorer face à des politiques qui ont du mal à entendre. Deuxièmement, quand on dit transition énergétique et retour à l'actionnaire, je quand même précise que on peut avoir des synergies très importantes entre les activités pétrolières et gazières et les activités d'électriciens. Parce que, par exemple, à Bassora, on a vendu aux Irakiens un combiné entre production d'eau désalisée financée fait par électricité, des capacités d'électricité et une extraction pétrolière. C'est un exemple. Oui. Et ça, c'est important de le signaler que Total est une entreprise qui est capable de faire les deux sans aucun problème, contrairement à des concurrents qui ont des capacités de production pétrolière, mais pas les deux. La prochaine fois, c'est vous qui viendrez sur scène. Ouais, merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y en a une dernière, s'il vous plaît? D'autres questions? Devant. Non, ou... Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres questions? Si, il y a une question là. Dans le communiqué de presse d'hier sur la décarbonation de la raffinerie de la Med, Oui. avec le projet avec Air Liquide, Oui. pour faire de l'hydrogène à partir de vos résidus de la raffinerie de la Med, Oui. je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin d'Air Liquide pour faire ça. Parce qu'un SMR, ça fait 50 ans qu'on sait le faire. Oui. Et en plus, c'est intégré à la raffinerie. On récupère les résidus pour faire de l'hydrogène qui est renvoyé à la raffinerie pour faire des biokérosènes. Donc, qu'est-ce que Air Liquide vient faire là-dedans? Non, mais les partenariats, vous savez, non, mais c'est un point important. Je veux dire, on pourrait le faire tout seul. Mais le but, c'est pas forcément de le faire tout seul. La qualité, on a développé Total Energy au travers, on a fêté les 100 ans, on est toujours en train de fêter les 100 ans de Total Energy au travers de partenariats. On n'avait pas de pétrole en France, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc on a été obligé d'aller se développer à l'étranger. On a fait tout un tas de partenariats avec des États, avec des compagnies. On continue à le faire. En fait, la richesse de Total Energy, c'est aussi les partenariats qu'on peut sceller avec certains partenaires. Et effectivement, Air Liquide, c'est un gros producteur d'hydrogène gris et qui a développé aussi une expertise. Et on aime bien aussi des fois
que nos ingénieurs, qui sont extrêmement talentueux, peuvent aussi s'associer avec d'autres ingénieurs qui sont talentueux. Et donc, faire une association, des fois, ça a du sens. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire sur ce cas-là. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. Merci, Renaud Merci à Lions. vous.